Bonjour à toutes et à tous. Bonjour ou bonsoir, je vois des bonsoirs, mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire IFADEM, ce premier webinaire IFADEM consacré au développement professionnel des enseignants et des chefs d'établissement à distance. Je suis Sophie Haussmann, maître de conférence à l'université Marie et Louis Pasteur et membre du groupe expert IFADEM. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de présenter cette rencontre aux côtés de Madame la présidente du groupe expert, Faisal Kanouté, euh, professeur à l'Université de Montréal, mais également avec tous les membres du groupe expert et les coordinateurs de l'initiative du IFADEM et également une équipe technique extraordinaire derrière ce webinaire. Je tiens à vous adresser un bonjour particulier parce que vous êtes connectés depuis les quatre coins de la francophonie, du Bénin, du Tchad, du Burundi, du Togo, d'Haïti, République démocratique du Congo, du Sénégal, du Mali, Burkina Faso, Niger et Canada, et bien d'autres encore. Bienvenue à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous dire, vous êtes connectés de quel pays dans le chat. En tout cas, voilà, ce webinaire s'inscrit dans une série d'échanges lancés par l'IFEF, l'OIF et l'AUF à travers le programme IFADEM dans une logique d'amélioration continue des dispositifs de formation à distance. Merci pour votre présence nombreuse et merci également à notre expert invité, le professeur Alain Jaillet, que je vous présenterai dans un instant. Je vous invite tout simplement à attendre la fin de l'intervention de Monsieur Jaillet pour poser vos questions. D'ailleurs, pour cela, on va utiliser le plugin questions-réponses et pas uniquement dans le chat. Et on va pouvoir, sans plus tarder, je vais passer la parole à la coordination IFADEM, représentée aujourd'hui par Monsieur Balira Confé, pour un mot d'introduction. Merci, Dr. Hartmann. Alors, donc, comme l'a dit Sophie, je suis Balira Ousmane Konfé, co-coordinateur IFADEM pour le compte de l'OIF. Il faut dire que l'initiative francophone pour la formation à distance de maîtres est portée par deux institutions de la francophonie, que sont l'OIF d'une part et puis l'AUF. Je tenais aussi à vous remercier au nom de du comité de coordination internationale d'IFADEM d'avoir répondu aussi nombreux et nombreuses présents à ce premier webinaire. On dit souvent un coup d'essai, coup de maître, parce que le groupe d'experts nous a promis des choses cette année et nous sommes très ravis de voir que ça prend forme et que on espère que le partage sera de haut niveau avec un expert qui n'est plus à présenter, le professeur Jaillet. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon partage. À vous, Sophie. Merci beaucoup, Balera. Eh bien, écoutez, on va pouvoir présenter le professeur Alain Jaillet, qui est professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Cergy. Il est spécialiste reconnu des transformations pédagogiques liées à l'intégration du numérique dans les systèmes éducatifs et pilote de la chaire UNESCO AUF CY Francophonie et révolution des savoirs. Ses travaux portent sur la formation des enseignants, la scénarisation pédagogique et les environnements techno-éducatifs. Il conduit depuis plus de 25 ans des projets d'enseignement à distance au service des enseignants francophones. Merci beaucoup, cher Monsieur Jaillet, d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez donc la parole pour environ 30 minutes d'intervention et on va attendre la fin de l'intervention pour relancer les questions. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien mon PowerPoint Oui, parfaitement, oui. dans, 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 dans la petite image. Alors peut-être un petit peu grande, mais bon. En tout cas, merci beaucoup de cette invitation. Bonjour à tous les amis très nombreux qui nous regardent. Je suis vraiment très content d'être parmi vous ce jour. J'espère que ce que je vais essayer d'aborder avec vous aura une quelconque utilité. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas tout à fait orthodoxe. Autrement dit, je ne dis pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Et j'espère quand même que ce que je vais vous dire aura un peu d'intérêt par rapport au sujet qui nous intéresse. Alors, Je me permets juste de vous dire que l'écran n'est pas en plein écran, le diapo.
Ah Ça va être bon? un peu Il plus faut juste petit. inverser l'affichage, en fait. Il faut inverser l'affichage au niveau bascule. Voilà. C'est bon là? C'est en plein Euh, écran, mais sauf qu'il faut inverser, en fait, les écrans. Alors, Allez-y. Présentation, vous inversez, en fait. basculer. Et là? voilà. Là, c'est parfait. Là, c'est Là, c'est excellent. bon. Très bien. Donc, l'enjeu, s'il y a un enjeu de cet après-midi, c'est d'essayer de vous faire en fait passer trois idées. Le développement professionnel, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est? Bah, d'abord, c'est cibler une compétence, mais cibler une compétence ou cibler des compétences, ça veut dire qu'on a une cible compétence, on a une idée assez claire de ce que l'on veut, là où on veut progresser, de là où on part et là où on veut aller. C'est aussi une interrelation déstabilisante, c'est-à-dire qu'il est très difficile, voire impossible, de se mettre dans une situation d'apprentissage qui ne change pas les référents, qui ne change pas les codes, qui ne change pas nos pratiques, qui ne nous remet pas en cause. Donc, c'est toujours, pour une part, très déstabilisant, et pour une autre part, cela ne peut se faire que s'il y a une interrelation entre bah, la compétence que l'on veut modifier et intégrer dans son pool de développement professionnel, mais c'est aussi l'interrelation avec d'autres parce que nous sommes des animaux sociaux qui interagissons ensemble et l'enseignement, c'est au premier chef une situation d'interrelation et donc c'est ce qui va fonder en fait l'implication des compétences dans l'interrelation qu'on a avec les individus et notamment avec les enfants ou les jeunes ou les adultes ou les étudiants. Et puis, le développement professionnel passe, je crois, par une sécurité institutionnelle. C'est-à-dire que pour pouvoir jouer une sorte d'évolution euh, de ce que l'on est et de projeter vers l'avenir ce que l'on doit et ce que l'on peut faire, il faut qu'on puisse être dans une sécurité qui ne met pas en cause la posture dans laquelle on est en termes professionnels, en termes d'action professionnelle. Et donc, ces trois aspects-là, c'est ce vers quoi je voudrais que on converge ou que vous convergiez à la fin de cette petite intervention. C'est-à-dire que vous ayez en tête que ces trois aspects-là sont vraiment importants et donc il faut les prendre en considération dans tout dispositif et y compris pour soi-même de développement professionnel dans une dynamique que je qualifie un peu d'automaîtrise de développement, c'est-à-dire comment on pilote soi-même la façon dont on va pouvoir progresser. Le développement professionnel et les compétences, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est manier plusieurs paradoxes. Bon, j'en ai mis trois, il y en a plusieurs autres. Mais en gros, le développement professionnel, ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il y a un engagement. Vous ne pouvez pas faire le bonheur des gens malgré eux, et vous ne pouvez pas faire le bonheur, votre propre bonheur, malgré vous. Il faut que vous ayez une dose d'engagement extrêmement forte. Et l'engagement, ce n'est pas seulement la motivation, comme l'a maintenant depuis longtemps mis en évidence Vio et tous ceux qui ont travaillé derrière lui, entre motivation intrinsèque et extrinsèque. L'engagement, c'est vraiment la mise en, en action, en articulant à la fois des principes et des compétences au service d'un projet. Et sans engagement, ça n'est pas possible de pouvoir envisager cette perspective de développement. Engagement qui doit donc de fait s'articuler avec plusieurs paradoxes, je vous en ai mis trois. Le paradoxe de l'expérience. Qu'est-ce que c'est le paradoxe de l'expérience? Ben, c'est assez simple, hein, c'est qu'on considère en tant que professionnel, même quand on commence, qu'on a un certain nombre de compétences, on sait faire ça, on sait parler aux gens, on sait interagir avec eux, on sait donner une explication, on sait écrire une consigne au tableau, que sais-je. On a un certain nombre de compétences. Et de fait, lorsqu'on est engagé dans la manifestation de ces compétences, eh bien, on est contraint d'avoir une forme de certitude, c'est-à-dire que lorsqu'on est en interrelation avec les autres, on ne peut pas être toujours dans la discussion de la pertinence de ce que l'on fait. À un moment donné, il faut être certain de ce que l'on fait. Et le problème de l'expérience, c'est que finalement, ça marche. À partir du moment où on a une pratique professionnelle d'enseignant avec finalement des routines qui se mettent en œuvre, on considère qu'elles fonctionnent,
elle fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour soi-même, on sait les mettre en œuvre et on obtient à peu près les résultats attendus, même si ces résultats sont parfois finalement décevants. Il est facile, entre guillemets, ou en tout cas, il est possible plus facilement possible de chercher à déterminer des causes de non-fonctionnement à des facteurs externes qu'aux facteurs internes. Et ça, c'est vraiment dû au fait du paradoxe de l'expérience. En fait, plus on sait faire de choses, plus on est certain de le faire et moins on a de facilité à mettre en cause cette maîtrise et à la faire bouger. Le paradoxe de l'autodidaxie. Alors, le paradoxe de l'autodidaxie, qu'est-ce que c'est? L'autodidaxie, c'est quelque chose qui a été pas mal travaillé par un chercheur ancien maintenant. Hein, c'était dans les années 60, 1960, vous voyez, ça fait 60 ans, qui s'appelait Geoffre Dumasdier et qui avait, bon, il avait travaillé sur la société des loisirs, mais il avait travaillé aussi beaucoup sur l'autodidaxie, c'est-à-dire la façon dont on se crée nous-mêmes en situation d'apprentissage, dont on se crée nous-mêmes l'intégralité, on va dire, de la transposition didactique, c'est-à-dire du savoir savant au savoir enseigné et au savoir qu'on maîtrise. Et cette autodidaxie, en fait, elle est toujours à l'œuvre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est confronté à une situation d'apprentissage, eh bien, de découverte ou autre, c'est nous-mêmes qui allons évidemment la mettre en œuvre. Et même si on bénéficie d'un enseignement, d'un accompagnement, à un moment ou à un autre, c'est quand même nous-mêmes et l'autodidaxie qui va se mettre en route. Et finalement, l'autodidaxie, qu'est-ce que c'est? C'est déconstruire l'objet d'apprentissage, le sujet d'apprentissage, et le reconstruire. Toujours dans une perspective d'engagement, parce que s'il n'y a pas engagement, eh ben, ce processus-là ne se met pas en œuvre. Troisième paradoxe que je voulais évoquer avec vous, c'est le groupe. Et je vais y revenir tout à l'heure, on donne on accorde beaucoup d'importance au phénomène de groupe dans les process d'apprentissage. Mais ceci, parce qu'il y a un effet d'entraînement, un effet de distance, bref, je reviendrai là-dessus, mais il pose un problème, celui de la mise en cause de l'individu qui se sent en situation de faiblesse parce que il accepte de déconstruire sa maîtrise, il accepte de ne pas être aussi certain de ses approches et de ses constructions, et quand il le fait en groupe, il est en risque. Et le fait de partager finalement ses faiblesses plus que ses forces, ça aboutit à déstabiliser l'individu. Et quand on déstabilise l'individu, on appauvrit l'engagement, on n'est plus trop sûr de nos propres procédés pour déconstruire et reconstruire, et on n'est plus trop sûr de soi-même. Donc, pour tout processus de développement professionnel, il faut savoir qu'il va y avoir ces dispositifs-là. Ils sont normaux. Ne pas les avoir serait bien étonnant. Ils sont normaux. Il va falloir cependant composer avec pour pouvoir tenir un poids moyen, c'est-à-dire une forme d'équilibre instable qui vont nous permettre d'avancer. Les réponses formation, en gros, pour les caricaturer à l'extrême, notamment dans les dispositifs à distance, oscillent entre deux extrêmes, mais c'est plutôt deux axes qui ont des positions relatives, qui sont pour une part le règne de l'explication. On va traiter d'un sujet, comme je suis en train de le faire là, et je vais vous l'expliquer, je vais donner des informations, je vais chercher à les illustrer, je vais chercher à utiliser d'autres formulations en me répétant pour essayer par me faire mieux comprendre si moi-même dans mon autocontrôle, je me rends compte que je ne suis pas tout à fait clair ou pas suffisamment clair, ou par rapport à ce que je pense que vous pouvez comprendre. Et puis donc, il y a l'empire de l'explication, c'est le propre des webinaires, mais c'est le propre du cours magistral, c'est le propre du manuel, c'est le propre du livre. Et puis l'implication. L'implication, c'est le cas extrême, c'est-à-dire, en gros, hein, il y a une situation à résoudre, il y a un contexte dans lequel on est immergé et pour lequel on n'a pas des réponses immédiates, il faut construire ces réponses et pour ça, il faut déconstruire, reconstruire et on est dans une situation où finalement on va se mettre dans un vecteur d'action qui va porter les possibles interrogations qui vont faire qu'on va apprendre des choses. Alors, on oscille dans les dispositifs à distance entre
finalement des référents qui sont là et qui peuvent être importants et qui sont importants, et puis la mise en œuvre de l'autodidaxie, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la façon dont on reprend les éléments pour pouvoir les travailler et s'affronter et éventuellement les discuter pour pouvoir reconstruire soi-même son propre euh, champ de compétences ou son propre niveau de compétences. Cette articulation entre référent et autodidaxie, c'est pareil. C'est pas l'un ou l'autre, il faut jouer les deux et c'est encore une question d'équilibre qu'il faut travailler. Elle a beaucoup plus de chances de se mettre en œuvre dans des situations à partir du moment où on met en œuvre justement ces situations d'apprentissage et qui vont nécessiter l'articulation entre ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le référent hein, qui apporte des choses, sous quelque forme que ce soit, et puis la façon dont on se le réapproprie, l'autodidaxie. Et là, on est confronté à quelque chose qui est essentiel et évidemment, hein, je l'exprime toujours dans la perspective du développement professionnel, mais qui est un développement personnel, c'est l'articulation entre la maîtrise et l'échec. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on maîtrise, et puis il y a d'autres choses que fatalement on ne va pas réussir, en tout cas qu'on ne va pas réussir du premier coup, qu'on ne va pas maîtriser du premier coup, parce que notre programme d'autodidaxie n'est pas forcément pertinent et pas forcément bien calibré par rapport à la situation dans laquelle on doit l'investir et on se met ainsi en difficulté. Le problème, c'est donc de savoir repérer quelles sont les compétences qui sont à l'œuvre et qui fonctionnent, mais surtout les compétences qu'on essaye de mettre à l'œuvre et qui ne fonctionnent pas. Parce que dès lors qu'on a pu repérer finalement ce qui ne fonctionne pas, eh bien ça, c'est le début du moteur qui nous permet de pouvoir stabiliser l'engagement. Hein. Dans la courbe d'investissement, il y a toujours un fort influx et puis quand on est soumis aux difficultés, cet engagement peut décroître très rapidement. Il faut le renourrir et il va se renourrir à partir du moment où on sait identifier pardon, le plus précisément possible où sont nos faiblesses. Pour ça, on va faire appel à une cible et des indicateurs. Cible et indicateur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le développement professionnel ne peut pas se faire de manière éthérée, c'est-à-dire sans référence et sans lien et sans cadre. Là, je vous ai mis la roue de compétences. Il y a plusieurs façons de présenter les compétences, mais là, je reprends le travail d'un thésard qui s'appelle Cédric Taxuc, qui travaille sur ces questions-là et qui montre, qui a repris en faisant beaucoup de travaux sur les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, à partir des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, a essayé de montrer que finalement, il y a plusieurs domaines de ces compétences qui sont à maîtriser par un enseignant, qui s'articulent avec des choses un peu plus classiques comme savoir, savoir-être et savoir-faire, mais qui sont vraiment des champs de compétences parfaitement identifiables et pour lesquels on va avoir des niveaux de maîtrise qui sont plus ou moins forts en fonction de là où on en est et en fonction de notre progression. Et cette dimension de progression, elle se fait à partir d'une trame des compétences et c'est pour pouvoir envisager son développement professionnel extrêmement important de se doter de ce genre d'outils ce genre de cible compétences, c'est-à-dire essayer d'identifier dans le domaine des relations, dans le domaine des savoirs, dans le domaine des explications, mais vous voyez qu'il y a des champs beaucoup plus précis que ça, d'essayer de repérer vraiment quelles sont les compétences possibles et quels sont nos niveaux de compétences. On ne peut pas être compétent en tout, en tout temps. Et lorsqu'il faut se développer, il faut avoir un ensemble d'indicateurs qui permettent de nous faire évoluer. Et donc, de fait, se former, c'est essayer de se positionner. C'est-à-dire avoir une maîtrise par soi-même de là où on est, là où on en est, de débutant, de compétent ou d'expert, sur les différents registres. Et de commencer à faire ce travail, c'est déjà commencer un travail de structuration de son développement personnel et professionnel. Pour le faire, la distance a des potentialités, c'est clair. Pardon, à partir du moment où on est dans une perspective guidée
par ces types tels que je viens de l'évoquer. La première qualité de la distance, c'est l'autogestion. C'est faire le pari et la confiance et instaurer une relation de confiance avec sa propre autodidaxie, c'est-à-dire que je suis à même de m'engager dans la maîtrise d'aspects qu'il va falloir que j'apprenne à gérer. La mise en risque, pardon, la mise en risque, c'est le fait d'accepter de s'engager dans des choses qu'on ne maîtrise pas, qui vont poser problème, mais pour lequel j'accepte de prendre le risque d'être en difficulté. Et ça, la distance, elle a ceci d'intéressant, c'est que vous êtes dans votre, comme vous l'êtes en ce moment, vous êtes dans votre environnement fermé, protégé, où personne finalement ne va porter de jugement ou de regard négatif sur sur ce que vous êtes à partir de ce que vous êtes capable de faire ou non. Et cette dimension de mise en risque offerte par la distance, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et paradoxalement, le fait d'être isolé en quelque sorte permet de donner tout son sens et toute son importance à l'interaction qu'on va avoir avec les autres. Et ces trois aspects-là, l'autogestion, la mise en risque et l'interaction, à partir du moment où on est en capacité de les gérer, eh bien, on peut se projeter dans un process qui va consister à modifier ses compétences et en acquérir deux autres. Plusieurs modèles de formation à distance coexistent. Vous avez les modèles centrés sur les contenus. Vous avez des contenus de référence, hein, sous forme de guides, sous forme de sites web, sous forme maintenant d'intelligence artificielle qui vous font des cours tout faits. Bref, vous êtes centré sur les contenus. Il y a des modèles de formation qui diffusent ces contenus et qui laissent complètement en autonomie les apprenants, les étudiants, à se ressaisir de ces contenus avec éventuellement des guidances qui sont inscrites dans des fiches procédures, des fiches procédés, mais qui sont vraiment celles dans lesquelles l'autodidactie que j'évoquais tout à l'heure va être la plus investie. Le problème, c'est qu'on a parfois des autodidaxies qui sont défaillantes par rapport à des sujets que l'on aborde de façon nouvelle ou peut-être même ancienne, mais pour lesquels il nous manque des référents et ou des expériences qui ont pu mettre en évidence qu'il y avait un certain nombre de choses que l'on pensait vraies et qui en fait ne le sont pas. C'est pour ça que d'autres modèles essayent de se centrer sur l'interaction. Centrer sur l'interaction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'autre est le moyen pour celui qui doit mettre en œuvre son autodidaxie de questionner son autodidaxie. Parce que tout le monde n'a pas exactement la même. Il y a une ossature, mais tout le monde n'a pas la même appréhension des phénomènes et les mêmes circuits de résolution de problèmes. Et le fait d'être en interaction, ça permet à chacun de revenir sur cette autodidaxie. C'est pour ça qu'il y a souvent une mauvaise compréhension du socio-constructiviste, en tout cas une compréhension du socio-constructiviste qui est, à mon sens, erronée, qui consiste à dire qu'on va apprendre à plusieurs. Non. Le socio-constructivisme, il est bien centré sur l'individu, c'est-à-dire que les autres permettent à l'individu de faire évoluer ses représentations qui permettent de résoudre les problèmes, pour le dire de manière un peu caricaturale et rapide. Eh bien, ce travail sur l'interaction, les modèles de formation à distance qui travaillent sur l'interaction essayent de travailler là-dessus en disant bah, l'autodidaxie seulement, ça ne suffit pas, on utilise les autres pour faire en sorte que l'individu, chacun d'entre nous, eh bien, puisse modifier ses modèles. Les modèles de formation à distance qui sont centrés sur l'implication, c'est-à-dire il y a des projets à faire, des projets qui sont à faire en commun, etc., des choses qu'on va construire ensemble. Ce sont des projets qui sont extrêmement coûteux, qui demandent beaucoup d'investissement en temps et qui ont un problème, c'est que le résultat final paraît plus important que le process. Or, ce qui nous intéresse dans les phénomènes d'apprentissage, c'est évidemment les process. Et puis, il y a les modèles de formation à distance qui articulent un peu tout ça, mais qui ont une règle qui est celle du cadencement. Le problème de la distance, c'est qu'effectivement, dès lors que vous êtes en autogestion, vous pouvez considérer que le temps s'étire. Et si le temps s'étire, c'est un vrai problème parce qu'il y a toujours d'autres choses à faire. Et le cadencement, que ce soit pour la réalisation d'un MOOC ou que ce soit pour des formations à distance très encadrées ou très interactives, cela permet à l'individu de construire un cadre à partir duquel il va avoir les bases
pour pouvoir progresser. Et ça, c'est vraiment une dimension qui est extrêmement importante. Alors, ce que on essaye de travailler à présent, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement réseau. En gros, vous voyez, là, je vous ai remis la petite diapo du départ pour essayer pour bien avoir à l'esprit ces trois paradoxes qui doivent composer avec le moteur, un des moteurs principaux qui est l'engagement, et qui va essayer de travailler l'accompagnement en réseau sur la distribution des connaissances. Alors ça, vous pouvez le faire de différentes manières, hein. C'est des webs, c'est des guides, c'est tout ce que vous voulez. L'explication des points nodaux, parce que dans tout savoir, il y a des points nodaux, c'est-à-dire des points qui sont plus compliqués que d'autres à déterminer. Et ça, ce sont vraiment des aspects qui sont importants. Et ces points nodaux, ils sont difficiles à découvrir parce que l'enseignant qui a une maîtrise de la connaissance, souvent ne les voit pas. Il ne voit pas quelle est la rupture entre celui qui ne comprend pas quelque chose parce il a, on va dire, un programme qui lui permet d'aller jusqu'à un certain point, mais pas le dépasser. Et la détermination de ces points nodaux font que bien souvent, dans les process de formation, on ne parvient pas aux personnes qui sont engagées dans le processus de basculer d'un autre côté et de pouvoir évoluer parce qu'on ne sait pas repérer les points nodaux. Or, c'est vraiment un aspect qui est extrêmement important, c'est-à-dire de bien apprendre à repérer qu'est-ce qui bloque et pourquoi ça bloque. La dynamique du cadencement, je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que apprendre et s'inscrire dans un process de développement professionnel, c'est de se donner des échéances à court terme, à moyen terme, à long terme, et avec des points de vigilance et des points finalement de contrôle hein, à partir d'indicateurs. Et évidemment, la troisième chose, c'est la mise en action, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné réaliser. Euh, Comment on essaye de mettre ça en place? Alors peut-être en avez-vous entendu parler, c'est les process de formation qu'on a mis en place avec l'Agence universitaire de la francophonie et le programme Apprendre sur Certis Base et maintenant Certiscol, c'est-à-dire former les enseignants aux compétences de base avec les technologies, pour essayer de faire en sorte que on donne un cadre supplémentaire à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, tous les modèles de formation que j'évoquais, on les a à peu près tous testés. Et cette valeur supplémentaire qu'on essaye de travailler, c'est celle d'inciter finalement chacun d'entre nous à devenir parrain ou marraine de collègues dont on sait que bah, ils n'ont pas forcément les compétences, ou en tout cas leur proposer de les acquérir, pour leur proposer de les accompagner. C'est-à-dire de se mettre dans un process de double engagement. Pourquoi ce process de double engagement est intéressant et important? Cela permet à celui qui devient parrain ou marraine dans un processus d'apprentissage de bien travailler sur finalement ce qu'il maîtrise, ce qu'il ne maîtrise pas, et de chercher à identifier les fameux points nodaux difficultants que j'ai évoqués tout à l'heure. Et puis pour celui qui sont finalement les filleuls, ceux qui sont les filleuls, celui ou celle qui sont les filleuls, eh bien, c'est d'essayer de travailler sur un engagement, mais dans une relation de confiance. Donc, première approche extrêmement forte du point de vue de gens qui ont des compétences et qui disent, je vous propose de les partager. Et la deuxième approche que nous avons fait avec Certiscol, alors là, c'est plus des parrains et des marraines qui cherchent finalement des filleuls, mais on dit aux enseignants qui veulent se former, si vous avez besoin d'aide, vous avez des référents. Les référents, ce ne sont pas des tuteurs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un acte d'enseignement, ils ont un acte d'accompagnement, c'est-à-dire de repréciser finalement les apports, les positions, d'essayer de comprendre la dimension autodidactique que j'ai évoqué tout à l'heure, et encore une fois, d'essayer pour eux-mêmes et pour ceux qu'ils accompagnent en termes de référents, eh bien, de repérer les points nodaux qui posent problème. Alors, le troisième point qui est difficile, enfin pas qui est difficile, mais qui est une perspective importante, c'est celui de la certification. Euh, Tous ces processus ne peuvent fonctionner qu'à partir du moment où on est dans une démarche de certification extrêmement forte. Cette démarche de certification forte, pourquoi elle a l'importance? Eh bien, parce qu'elle donne de la valeur aux choses. Elle donne de la valeur pour celui qui s'est engagé dans le process et elle donne de la valeur pour ceux qui sont en charge institutionnelle d'inciter les individus à faire. Mais ces problèmes de certification, c'est toujours lié à des problèmes institutionnels. Qui est légitime pour donner une certification qui va être reconnue par l'institution et qui va être suffisamment intéressante
par ceux qui sont engagés dans le process pour pouvoir suivre le process et subir les épreuves qui peuvent parfois être difficiles pour progresser. Cette dimension-là, elle a été quand même depuis maintenant une vingtaine d'années très travaillée avec les MOOC. Vous savez que les MOOC, il y a beaucoup d'inscrits, mais à la fin, il y a beaucoup moins d'arrivants et encore moins de certifiés, parce que ce problème de reconnaissance pose problème. Et ce problème de la valeur de la certification est toujours tangente et casse à un moment donné le process d'engagement qui est celui qui est de toute façon toujours le plus déterminant dans un process d'apprentissage et de développement. Donc voilà, en gros, les quelques aspects que je voulais aborder avec vous. Je voulais essayer de travailler maintenant un peu sur la dimension liée à la formation ou à l'accompagnement des directeurs d'école parce qu'ils ont une situation qui est un petit peu difficile. On leur demande des métiers qui sont construits sur des choses un petit peu différentes, hein. Oui, il y a la dimension de la gestion, la dimension de la formation, la dimension de la communication. Ce sont des métiers qui sont très différentes et par rapport auxquels il va falloir intégrer des compétences et des niveaux de compétences et des domaines de compétences qui ne sont pas aussi homogènes que peut l'avoir un enseignant. Et ça, c'est une vraie difficulté parce qu'il faut pouvoir se dissocier, se différencier. Quasiment, presque une forme de schizophrénie que de faire en sorte que parfois il faut être formateur, parfois il faut être gestionnaire et parfois il faut être communicant, c'est-à-dire faire le lien entre l'externe et l'interne, parce que c'est son rôle. Et ces dimensions-là sont vraiment euh, assez difficiles à mettre en œuvre. Et l'idée que moi je soumets à vos investissements éventuels, c'est d'essayer de se mettre dans cette place, dans cette situation qui consiste à concevoir des dispositifs de formation différents, c'est-à-dire de vous-même, chaque individu, dire voilà ce que je sais faire. Et si vous voulez que vous fasse partager mon expertise, eh bien, je suis prêt à vous accompagner dans ce dispositif. Ces dispositifs peuvent être très simples, hein. Ils peuvent être parfois au niveau d'une école, parfois au niveau d'une circonscription, parfois de manière complètement hétérogène et éclatée. Parfois, il est plus facile de trouver des gens qui ont envie de faire quelque chose et qui sont à des centaines de kilomètres de différence, plutôt que de trouver un groupe de personnes homogènes qui ont envie de faire des choses. La situation idéale de départ n'existe pas, il faut parvenir à la construire et il faut la construire à partir des contraintes. Et cette dimension-là est une approche qui est vraiment déterminante pour faire progresser les individus. Alors, je vous ai évoqué tout à l'heure les tentatives que nous avons fait, les expérimentations de ces nouveaux modèles de formation, qui ne sont pas aussi nouveaux que ça. Vous savez qu'en pédagogie, on réinvente beaucoup de choses, hein, et qui, pour une part, sont très largement euh, issues de la pédagogie Freinet et de certaines techniques de ce qu'on appelait la pédagogie institutionnelle au XIXe siècle, avec ce qu'on appelle l'apprentissage mutuel, et qui participe de ces dispositifs-là, c'est-à-dire dont on sait très bien que ça fonctionne, c'est-à-dire que d'installer quelqu'un qui a eu un début de compétence, un début de maîtrise de compétences, dans une détermination de partage, ça lui permet d'acquérir davantage de ses compétences, les stabiliser, d'augmenter son taux d'engagement et d'en faire profiter les autres. Et c'est une chaîne sans fin, plutôt que d'attendre qu'il y ait un dispositif qui règle les problèmes à la place des gens en faisant juste confiance au système d'autodidaxie, c'est-à-dire que chacun se ressaisisse de ce qu'on lui propose sans qu'il y ait d'autres adjuvants ou d'apports pour pouvoir faire en sorte que ce dispositif fonctionne. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire autour finalement de l'engagement qui est important dans la perspective d'une formation et du développement professionnel et personnel. Je suis maintenant à l'écoute de vos remarques et questions. Parfait, merci infiniment. Alors,
On va pouvoir prendre quelques questions que vous pouvez commencer déjà à poser dans le plugin questions-réponses. Mais avant de passer à vos questions, je voudrais juste revenir sur quelques éléments marquants de l'intervention du professeur Alain Jaillet. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que le développement professionnel, notamment à distance, ne peut plus se réduire à une simple accumulation de contenu et de formations descendantes. Et comme il l'a dit, ça repose sur des dynamiques plus complexes, l'engagement professionnel, la capacité à se former soi-même, mais aussi l'importance d'un cadre sécurisant et bienveillant. Alors, vous pouvez commencer à poser des questions et moi-même et Monsieur Jaillet, on va pouvoir euh, les relayer. Alors, je vais prendre la question de Junior Dilameno, euh, Oui, qui pose la question de l'articulation entre le développement personnel, professionnel mais personnel, et les logiques institutionnelles de pilotage et d'évaluation. Alors, vous évoquez là une question qui est vraiment très intéressante. Elle est très intéressante, notamment en perspective des organismes internationaux qui attachent une importance de plus en plus grande aux données qu'on relève. Euh, Pourquoi j'évoque cette question des données? Eh bien, le pilotage des actions se fait souvent par la remontée de données. Et souvent, ces données sont perçues comme étant des indicateurs de bon fonctionnement et de stabilité d'un système. Et c'est finalement ce à quoi l'institution va être attentive, c'est-à-dire vérifier que les chiffres finalement qui remontent sont suffisamment pertinents pour rendre compte du fonctionnement d'un dispositif. C'est à la fois vrai en termes de participation, mais ça ne veut pas forcément dire quelque chose du point de vue de l'engagement, notamment lorsque les choses sont plus ou moins obligatoires. Par exemple, on peut avoir de forts taux de participation, mais des taux d'engagement extrêmement faibles. Et la question de l'indicateur est vraiment là difficile. La question de la superposition des intérêts peut ne pas recevoir de réponse. Il est très clair, par exemple, lorsqu'on demande à des directeurs d'école d'être compétents en tout, mais que finalement, du point de vue de la valorisation de leurs compétences, qu'ils fassent très bien leur travail ou qu'ils le fassent moins bien, c'est exactement la même chose. Il faut avouer que ça ne va pas vraiment favoriser l'engagement. Et là, vous allez avoir un frein à la dynamique d'engagement qui va être extrêmement forte. La contrainte n'est pas davantage un pouce à l'engagement. Pourquoi? Parce que on ne peut pas obliger quelqu'un à apprendre. On peut le forcer à faire semblant d'apprendre, mais on ne peut pas l'obliger à apprendre. Et donc, de fait, toutes les tentatives qui ont cherché à imposer de manière extrêmement forte et formelle des comportements d'apprentissage ou de participation, finalement, fonctionnent assez peu. Ce qui fonctionne le mieux, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de dire, voilà, il y a des certifications, vous passez ces certifications. Vous les avez, c'est bien, on vous reconnaît. Alors comment on vous reconnaît? Alors, ça, c'est tout le problème après institutionnel les enveloppes budgétaires ne sont pas infinies et c'est compliqué, mais ça peut se faire au travers de participation à des formations ou à l'encadrement ou à des partages, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en termes de marraines et de parrains qui peuvent ainsi se voir valorisés, etc., parce qu'ils ont des compétences et ils ont fait la démonstration qu'ils étaient prêts à les partager. Donc, cette question de la superposition des intérêts est extrêmement difficile à percevoir. Il faut, en fonction des situations, essayer de travailler au mieux des deux. C'est pas une réponse très, très satisfaisante, mais c'est vraiment une réponse tout à fait pragmatique. merci beaucoup. Il y a une question de Ibrahim Fatal sur l'IA. Comment ça peut perturber l'auto-formation à distance? Alors, l'IA, ça joue sur deux choses. Le recours à l'IA, ça joue sur deux choses. D'une part, dans le process d'autodidaxie, c'est-à-dire la façon dont on va apprendre parce qu'on est confronté à une situation. L'IA, elle va répondre en fonction des questions que vous allez lui poser. Donc, quelque part, elle est de manière améliorée un support d'accélération de la façon dont vous décortiquez une question. Mais en même temps, comme l'IA, elle est encore plus logorique que moi je ne le suis, vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'elle parle beaucoup en fait, elle va dire beaucoup de choses et elle aura beaucoup de mal à déterminer ce qui est de manière hiérarchique, ce qui est le plus important
et ce qui est annexe et ce qui est accessoire. Et donc, de fait, l'IA, ça peut être un excellent vecteur d'amélioration de son autodidaxie en cherchant à reprendre à partir de ce que répond une IA, en essayant de hiérarchiser et de discuter le recours, ce que donne l'IA. Donc, de fait, ça a un aspect à la fois déstabilisant, mais ça peut avoir un aspect extrêmement structurant. Et moi, j'encourage vraiment les enseignants à utiliser l'intelligence artificielle, non pas pour faire le travail à leur place, parce que de toute façon, au final, c'est pas une intelligence artificielle qui fera le boulot d'un enseignant à sa place. Essayez, vous allez voir. L'enjeu, c'est d'essayer de s'améliorer et en cela, l'intelligence artificielle est vraiment un excellent instrument pour apprendre à hiérarchiser et à mettre en cause ce que fait un interlocuteur. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux interactions, hein. La capacité de l'interrelation, ça doit permettre ça. Le fait d'utiliser une intelligence artificielle, ça enlève la charge émotionnelle et la charge fatigue qu'on a de l'interrelation avec un individu. C'est-à-dire que c'est difficile de dire oui, mais là, je comprends pas bien ce que tu dis, c'est pas bien clair, tu dis deux choses opposées mais qui veulent dire la même chose. C'est difficile de le dire à une personne parce que vous mettez en cause non pas seulement ce qu'il dit, mais derrière ce qu'il dit, vous mettez en cause sa personne. L'autre peut percevoir que vous cherchez à le dévaloriser ou alors lui-même se sent en difficulté. Avec une IA, il n'y a rien de tout ça. Avec une IA, c'est une machine et ça n'est qu'une production de machine. Merci beaucoup, hein, parce que c'est vraiment très enrichissant. Alors, on prendra comme vous souhaitez, hein. Je vous laisse peut-être, c'est vrai qu'il y a une question très intéressante aussi sur les dispositifs de développement professionnel à distance. Comment les adapter aux réalités contextuelles, l'infrastructure, les compétences numériques, la charge de travail, la réalité du terrain, en fait. Surtout notamment dans des zones rurales et défavorisées. Alors, ce que je vais dire va être un petit peu hétérodoxe parce que moi, je ne crois pas aux grands programmes de diffusion et de généralisation. Pourquoi? Parce que tous les résultats, toutes les évaluations montrent que ça fonctionne bien tant que ça fonctionne. C'est-à-dire que tant qu'il y a de l'argent. Et dès qu'il n'y en a plus, bah, tout s'effondre. Pourquoi? Bah, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le phénomène d'engagement. Euh, la première adaptation au contexte, ça veut dire il faut commencer petit. Il faut se donner de petits objectifs. Il faut chercher à faire en sorte que les gens se fixent eux-mêmes de petits objectifs. Et c'est ce que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure au démarrage, si vous vous en souvenez un petit peu, en vous proposant une carte de compétences. Alors celle-ci, c'est une carte de recherche hein, pour repérer des compétences de recherche. Donc on n'est pas obligé d'avoir des trucs aussi compliqués et aussi détaillés avec autant de domaines. Mais commencer du point de vue des individus qui doivent s'inscrire dans un process de développement personnel, à faire le point sur finalement là où ils en sont, qu'est-ce qu'ils font sur tel domaine, tel domaine, tel domaine. Quel est le niveau qu'ils pensent maîtriser avec un indicateur extrêmement fort? Et vous allez voir que ça se recouvre un petit peu avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure autour des parrains et des marraines. C'est dire finalement le niveau de compétence un peu élevé, un petit peu expert, c'est quand vous dites je suis prêt à aider quelqu'un dans cette dimension-là. C'est un truc qui a été mis en œuvre il y a maintenant plus de 100 ans hein, par Célestin Freinet, ça s'appelle les ceintures de compétences. C'est-à-dire que quand on maîtrise une compétence, on dit je peux chercher à l'expliquer, je peux accompagner quelqu'un à le faire. Donc, commencer par ça, c'est-à-dire de manière locale, en essayant de proposer aux enseignants de dire bah, fais le point, mais c'est pour toi, tu le gardes, c'est pour toi, c'est juste pour toi. Et puis, tout ce que tu penses que tu sais bien faire, eh ben, tu dis bah, je veux bien aider les autres. C'est le point de début, c'est le point de départ pour débuter une démarche de valorisation de l'engagement. Parce que le problème principal, hein, c'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, c'est que il faut qu'il y ait un niveau d'engagement qui soit extrêmement fort. Comment faire en sorte que ce niveau d'engagement soit plus fort que les intentions institutionnelles? Parce que de toute façon, les institutions ne pourront jamais être à la hauteur de tous les besoins. C'est impossible. Donc, si l'individu, vraiment, si l'individu lui-même n'a pas un haut niveau de recherche d'engagement, eh bien, il ne parviendra pas à progresser. Et ça, c'est vraiment une dimension qui est extrêmement forte. Il faut valoriser et mettre en place des process qui permettent l'engagement de l'individu. Le process d'engagement de l'individu le plus simple à mettre en place, c'est que la personne elle soit consciente de ce qu'elle sait faire et de ce qu'elle sait moins bien faire.
d'où l'espèce de bilan mis en œuvre. Et après, ben, on travaille en fonction de ce qu'on a. Si on a ce genre de compétences-là qui sont à transférer, peut-être qu'il y en a d'autres qu'il faudrait transférer. Mais c'est celle-ci qu'on a à disposition. Et ben, on commence à travailler là-dessus. Et puis, ben, on avance. Euh, il y a un certain nombre de points, hein, suite aux collègues qu'on suit dans les dispositifs qu'on encadre, qui me disent quand même, il y a sur le plan des principes, il y a des choses qui sont importantes. Moi, j'aimerais bien, par exemple, pouvoir faire quelque chose de manière extrêmement transversale pour qu'on arrête de frapper les enfants. Vous voyez? Hein, c'est une pratique. C'est des collègues, peut-être qui sont là dans le webinaire d'ailleurs, j'en sais rien. C'est des collègues qui disent, nous, on fait un projet pour essayer de former nos collègues à dire, il faut arrêter de frapper les enfants. Vous voyez? Il faut arrêter de les frapper. On les frappe pas. Ça se frappe pas un enfant. Oui, ils sont pénibles, oui, il y a des problèmes de sécurité, machin, mais c'est un principe. On frappe pas les gens, on frappe pas les enfants. Parce que si on frappe les enfants, ils considèrent que c'est un process normal de communication avec les autres, et eux-mêmes, ils frapperont. Et eux-mêmes développeront des comportements de violence. Et ça, c'est un phénomène très connu, très travaillé, très documenté, absolument certain. Bon, mais c'est contre-intuitif parce que dans beaucoup de pays, dans beaucoup de situations, tout le monde dit oui, oui, il ne faut pas frapper, mais la baguette, elle existe quand même, elle existe encore. Eh bien, il faut arriver à pouvoir dire de manière transversale comment on pourrait travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution pour travailler là-dessus? Donc, d'un côté, je vous ai dit, bon, il faut commencer au plus près, mais il ne faut pas s'interdire non plus l'idée de dire, il y a quelqu'un que j'ai rencontré là qui est vraiment extrêmement important et il faut qu'il nous fasse partager son expertise sur la question. C'est le monde ouvert qui nous est offert par les technologies et par la distance, comme on le voit aujourd'hui. Il faut absolument en profiter, c'est-à-dire de faire soi tout ce qui peut nous permettre de progresser nous-mêmes et les autres. Merci encore. Alors, on va prendre une toute dernière question, parce qu'il y a des questions qui relèvent du dispositif IFADEM. Je pense que les acteurs d'IFADEM peuvent parfaitement y répondre, mais est-ce que vous souhaitez prendre une dernière question? Je vous laisse peut-être choisir. Alors, il y a Christian qui est de Oui. Pauvert, Ah, qui pose la question, en quoi ce modèle est-il propre à la formation à distance? Alors, non, il n'est pas propre à la formation à distance, hein, puisque j'ai évoqué justement le fait que les inspirations ne sont pas vraiment de la formation à distance, hein, c'est des pratiques pédagogiques extrêmement anciennes. L'intérêt de la distance, c'est de survaloriser un certain nombre de points. C'est d'empêcher de noyer le tout, parce que le passage par les technologies va accuser de manière particulière un certain nombre de relations ou un certain nombre de difficultés qui vont faire écran au tout. Et donc, de fait, il va falloir les prendre en considération. Donc, ça n'est pas spécifique, c'est rendu peut-être plus difficile par la distance, donc peut-être plus facile à traiter parce qu'au moins on les voit et il faut en faire quelque chose. eh ben, parfait. Merci, merci encore, Monsieur Alain Jaillet, pour cette intervention stimulante, éclairante. Je me permets également de saluer la présence parmi nous de Madame Mona Laroussi, directrice de l'IFEF. Merci, chère Mona, d'être avec nous aujourd'hui. En tout cas, vous êtes plus de 445 à nous avoir rejoints aujourd'hui. C'est un très beau signal de mobilisation pour la francophonie éducative aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe IFADEM, à l'équipe de l'IFEF, de l'OIF et de l'AEF pour l'organisation de ce cycle de webinaires. Vous êtes nombreux à demander le replay et l'IFEF l'a bien dit, sous 24 heures sur la chaîne YouTube de l'IFEF, le replay de ce webinaire sera disponible. On vous retrouve prochainement pour un deuxième webinaire. Cette fois-ci, je me permets de relever de révéler le thème. Ça sera peut-être sur l'intelligence artificielle parce que c'est un thème qui vous intéresse, parce que vous êtes c'est un thème vraiment d'actualité. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour un prochain rendez-vous IFADEM. Très belle journée à toutes et à tous et merci infiniment. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Voilà. Hmm. Et voilà.